L'Afrique en prime, mais c'est tous les jours sur Al24. Bienvenue avec un rendez-vous du jour qui mettra l'accent en prélude sur la situation au Soudan et cette guerre fratricide. Un mois après le début du conflit, une grave crise humanitaire s'esquisse et toujours pas de trêve en vue. Un conflit dont le bilan officiel s'établit à plus de 750 morts et 5000 blessés. Chose plus alarmante, selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies, 19 millions de personnes, soit 41% de la population pourrait bientôt être menacée par la faim si le conflit n'est pas résolu assez rapidement. Après un mois d'intenses combats entre deux généraux rivaux, le Soudan s'enfonce dans la crise. Les affrontements ne faiblissent pas. Frappes aériennes et explosions ont de nouveau secoué la capitale Khartoum. La guerre menace de dégénérer encore au risque de déstabiliser les pays voisins. En Arabie Saoudite, les deux camps négocient une trêve humanitaire. Les deux protagonistes se sentent uniquement entendus sur le principe du respect des règles de la guerre. La réalité est qu'il n'y a pas eu de cessez-le-feu après la signature de l'accord. Le conflit continue comme d'habitude. Nous assistons encore à de nombreuses violations de l'accord, telles que le meurtre de civils, la destruction d'hôpitaux. Pour moi, l'accord n'est qu'un discours vide de sens et il est difficile de croire qu'il contribuera au cessez-le-feu. Barricadés chez eux, sans eau ni électricité, les 5 millions d'habitants de Khartoum attendent un hypothétique cessez-le-feu au milieu des combats à l'arme lourde. L'eau et l'électricité sont toujours coupées dans de nombreux endroits. Et même les services médicaux sont suspendus. Si les habitants vont à l'hôpital, ils constateront le manque de matériel médical et le manque de main-d'œuvre. Avant la guerre, le Soudan s'engluait dans le marasme politique et économique. L'argent manque, les banques n'ont pas ouvert depuis le 15 avril. Les prix ont flambé, multipliés par 4 pour l'alimentaire ou par 20 pour le carburant. Soudan, toujours pour questionner un autre aspect de la crise, le pays revêt une importance géostratégique particulière à plusieurs niveaux. Le conflit d'ailleurs particulièrement observé sur la scène internationale et plus les combats s'allongent dans le temps, plus il risquerait d'impliquer des acteurs extérieurs, comme on va le voir avec Sidi Ahmed Radis. Les jours filent et le théâtre de guerre soudanais redouble d'intensité. Un champ de bataille synonyme de Gabéji où le tocsin de la bataille a déjà rameuté les différentes tribus, notamment celles du sud. Mais également des mercenaires étrangers, attirés sans doute de l'appât du gain et d'or dont regorge la région du Darfour. Les combattants étrangers et le Soudan vieille rengaine. Khartoum, par le passé, dans ses opérations dites de maintien de l'ordre contre les différents mouvements armés, a loué les services de ses guerriers sans patrie en provenance de contrées tierces. Aujourd'hui, époque différente, surtout pour les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, où des combattants en provenance du Tchad ou du Niger viennent augmenter les troupes du rival du général El-Burhan. Son armée a d'ailleurs assuré ces derniers jours avoir éliminé un tireur étranger. Chose venant confirmer le fait de l'appel des mercenaires étrangers venus grossir les troupes du FSR. Nourrit l'inquiétude de l'envoyé spécial Volker Perthes. D'après lui, le nombre d'hommes armés du Mali, Tchad, Niger n'est pas insignifiant. On le sait, les mines d'or du Soudan, troisième producteur d'Afrique, suscitent les convoitises. Le cercle voire la famille proche de Daglo détiendrait quelques mines du métal jaune. Des aventuriers armés venus l'épauler seraient assurés d'être payés rubis sur ongle. Des soldats tchadiens auraient même rejoint la FSR depuis des années déjà pour un motif pécuniaire de couleur jaune. Déclenchés il y a un mois, les combats ont d'ores et déjà dévasté plusieurs quartiers de la capitale soudanaise. Et plus les combats durent, plus ils risquent d'impliquer des intervenants extérieurs du fait de l'importance géostratégique du Soudan. Situé à cheval sur le Nil, artère vitale pour l'Égypte, le pays possède des ports proches de la Corne de l'Afrique qui contrôlent le détroit de Bab el-Mandeb au sud de la mer Rouge en pointe vers le golfe Persique. Ces artères de l'économie mondiale sont surveillées de près par l'Amérique, la Chine et la France qui ont chacune une ou plusieurs bases militaires à Djibouti. La Corne est hautement stratégique, zone où l'Occident y rencontre l'Orient et le Golfe y rejoint l'Europe. Sahara occidentale, en bref, des formations politiques brésiliennes de tendance gauche, extrême gauche ont délivré des messages de soutien au front du Polisario à l'occasion de son 50e anniversaire de lutte. Il s'agit du Parti communiste brésilien, du Parti socialiste et liberté et du Parti des travailleurs, dirigé d'ailleurs par le président élu Luiz Inácio Lula da Silva. En tout cas, les trois organisations politiques brésiliennes ont réitéré leur engagement aux côtés du front
du Polisario et leur solidarité avec la lutte du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination et ont souhaité à la République arabe sahraoui démocratique la consécration prochaine d'un horizon de paix et de liberté. Au Mali, le torchon brûle entre l'ONU et les autorités de transition. Point de la discorde, un rapport au sujet des opérations de l'armée malienne dans la région de Moura en mars 2022. Selon le rapport de l'organisation internationale, des crimes auraient été perpétrés ayant tué 500 personnes. Accusation rejetée par le camp malien qui évoque, lui, des conclusions biaisées, sans lien avec la réalité. Selon le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, la justice malienne a ouvert une enquête à la suite des événements de Moura. Aucun ressortissant civil de Moura n'y a perdu la vie pendant l'opération militaire, a-t-il affirmé dans un communiqué lu à la télévision d'État. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes, a-t-il ajouté. Kenya, Somalie, la réouverture de leurs frontières terrestres d'ici le 1er juillet. Il s'agirait de 3 points de passage fermés depuis 2011 en raison de l'infiltration de groupes radicaux du Shebab sur une longue bordure de 500 km où les enlèvements de touristes et travailleurs humanitaires étrangers était monnaie courante. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion à Nairobi entre délégations de ministres des deux pays sur les questions de coopération en matière de sécurité, de commerce et de circulation des personnes. Le gouvernement rwandais met la main à la poche, environ 10 millions de francs rwandais pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations et le glissement de terrain survenu la semaine dernière ayant fait 137 morts, particulièrement dans les provinces nord et sud. La relocalisation urgente de plus de 19 000 ménages vivant dans des zones sujettes aux catastrophes a été définie comme une priorité par le gouvernement. Et le Ghana qui devrait souffler un peu financièrement parlant en raison d'une aide d'urgence de 3 milliards de dollars délivrée par le FMI, un plan d'aide étalé sur 3 ans et conditionné sur des ajustements économiques d'essence libérale et de réformes de privatisation de quelques secteurs. Le pays en tout cas devrait toutefois apporter des garanties au FMI sur la soutenabilité de sa dette chiffrée à 58 milliards de dollars américains, c'est-à-dire environ 105% de son PIB, ce qui en fait l'un des 10 pays les plus endettés du continent, selon la Banque mondiale. En tout cas, dans son récent communiqué, le FMI a jugé désormais que les conditions étaient désormais réunies pour venir en aide aux pays grands producteurs de cacao et d'or. Le Ghana possède également des réserves de gaz et de pétrole, mais la charge de sa dette a explosé comme dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne sous l'impact de la pandémie du Covid-19 et du conflit ukrainien. Et une visite qui devrait déplaire à Washington, celle du commandant des forces terrestres de l'armée sud-africaine à Moscou, le lieutenant-général Lawrence Mbata. Une visite qui n'est pas du goût de Washington. En effet, l'ambassade américaine à Pretoria a mis en exergue une livraison d'armes sud-africaines à l'endroit de la Russie. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, de son côté, a assuré aujourd'hui que son pays ne serait pas entraîné dans une compétition entre puissances mondiales sur le théâtre ukrainien et qu'il avait fait l'objet de pressions extraordinaires pour choisir un camp. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite le bulletin météo et quant à moi, je vous retrouve demain, même heure et même endroit.